Salut, c'est Roman de WeMusic. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous présenter Romain Morlot. Romain Morlot, c'est l'auteur de la chaîne YouTube Guitar Cook TV et c'est également l'auteur du Guitar Cookbook, un livre qui permet de comprendre plus facilement l'harmonie grâce à des schémas très visuels. Avec Romain, nous avons évoqué l'apprentissage de la musique en tant qu'autodidacte, quelles sont les difficultés, quels sont les pièges, quels sont les avantages aussi. Nous avons évoqué la zone clé qui permet de progresser dans l'apprentissage. Quels sont ces ingrédients de cette zone qui permet justement de progresser plus? Nous avons également évoqué quels sont les pièges lorsqu'on apprend un instrument de musique, qu'est-ce qui ralentit notre capacité à progresser, à évoluer. Nous avons également évoqué tout ce qui est la psychologie d'un musicien, comment une psychologie bien conçue permet de beaucoup plus s'épanouir et vraiment de progresser dans son aventure de la musique. Romain nous a également présenté les différents projets sur lesquels il travaille. Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous pourrez découvrir tout cela en cliquant sur des liens dans la description sous la vidéo. Vous pourrez découvrir la chaîne YouTube de Romain, vous pourrez également découvrir le système d'apprentissage neuro-optimisé de la musique. C'est le système qui permet d'apprendre plus efficacement en respectant le mode d'emploi de votre cerveau pour plus progresser et plus vous épanouir. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Salut Romain, bienvenue sur WeMusic. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir t'accueillir. Tu es le YouTuber, l'auteur de la chaîne Guitar Cook. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et te présenter? Bah oui, avec plaisir. Bah, merci de me recevoir. Déjà, ça me fait plaisir d'être interviewé par toi. Ouais, je suis youtubeur. Youtubeur, c'est pas mon métier. Youtubeur, c'est un moyen de promotion pour mes travaux d'édition. Ok, Voilà, je suis musicien, musicien de passion. Donc, j'ai jamais été musicien de métier. C'est-à-dire que j'ai jamais gagné ma vie en jouant de la musique et on ne me paye pas pour jouer mon instrument. Mais aujourd'hui, je vis autour de la musique parce que je vends de la pédagogie musicale via une boîte d'édition que j'ai montée avec le temps, quoi. Donc, j'ai commencé la grade vers, je sais pas, au lycée, tu vois, 15-17 ans, quoi. Et j'ai appris seul. J'ai appris seul. Mon frangin m'a montré 2 accords et puis une pentatonique. Et puis avec ça roule. Et puis j'ai gratté seul. J'ai appris seul, ouais, tout ce qui est théorie, la pratique, tout ce qu'on peut apprendre à la gratte. Et pour apprendre, je me suis créé des anti-sèches parce que je suis un peu un flemmard de nature. Et je me suis créé des anti-sèches pour m'aider dans mon apprentissage. Et le temps a fait que mes copains m'ont demandé: «Ah bah, tu peux pas me faire une copie de ci, tu peux pas me faire une copie de ça?» Et puis doucement, voilà, sachant que j'ai été chargé de communication de métier, le travail de presse, l'impression, tout ce genre de choses, c'était un truc qui m'était familier parce que c'était mon job. Je me suis dit: «Pourquoi pas en faire un bouquin et puis pourquoi pas essayer de le vendre?» Donc voilà, j'ai fait des levées de fonds participatives pour financer l'impression du bouquin. Ça a fonctionné et les années passant et puis moi travaillant assez dur sur le sujet, ce qui était une passion à côté. J'avais mon job de chargé de com et puis à côté, je faisais mes trucs de guitare et de musique. En quelques années, c'est devenu mon activité principale. J'ai quitté mon job et aujourd'hui, je suis éditeur indépendant et voilà, et je vends de la pédagogie musicale. yes, excellent. Donc un parcours un peu atypique dans le sens où toi, tu es arrivé un petit peu par accident à faire tes anti-sèches, à les partager, puis finalement, c'est devenu quelque chose de plus concret, et puis tu avais les compétences de par ton métier. Mais donc, ces anti-sèches, alors, je suppose que ça t'a aidé à apprendre plus vite. Enfin, comment tu es arrivé à faire ça et comment tu les as pensées, par exemple, tes premières anti-sèches? Alors en fait, ça a commencé. Alors voilà, moi je suis dans le monde de la guitare. Parce que je sais que sur ton site, ça a la musique en général. Oui, La guitare, l'avantage de la guitare, c'est que c'est un instrument qui est très visuel. T'as des frettes, tu vois, à la verticale, tu as des cordes à l'horizontale, donc on peut faire des cases, on peut faire des schémas, on peut dessiner facilement le manche d'une guitare sur un papier. Et sans savoir lire la musique, parce que je ne sais pas lire le solfège, il y a moyen de pouvoir représenter des schémas d'accords, des schémas de gamme, des schémas de ce genre de choses. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à la théorie, à apprendre les accords, les gammes et tout, je me rappelle, j'étais à l'IUT, je coloriais mes cahiers. Sur mes cahiers, tu as les cases et t'as des lignes. Et je faisais des points et je dessinais mon manche pour apprendre mes modes, pour apprendre les gammes, pour apprendre les arpèges, pour apprendre les accords. Donc, les premières anti-sèches, c'était ça. Et puis, je suis resté beaucoup là-dessus, en fait. Je suis resté très visuel dans ma façon d'apprendre les choses. Et, avec pas mal de boulot, j'ai créé un recueil de gamme. Alors, je me suis voilà,
étant autodidacte, quand tu es autodidacte, il n'y a pas quelqu'un pour te guider, pour te dire ça, c'est l'étape d'après. Il faut apprendre ça, et une fois que tu sauras ça, il faut apprendre ci, et il n'y a pas de cheminement guidé. Donc en fait, quand tu es autodidacte, tu apprends quelque chose qui te plaît, et puis ça t'emmène assez naturellement vers autre chose, et puis à chaque fois que tu arrives t'avances, il y a une nouvelle question qui se pose, et du coup, c'est comme ça que tu avances. Et du coup, je me suis un peu passionné. Le chemin que j'ai suivi, m'a emmené des gammes vers les accords, les harmonisations de gamme, et du coup je me suis un peu retrouvé passionné par la chose. Alors il y a plein d'aspects de la musique que j'ignore complètement, et il y en a d'autres qui me passionnent un peu, et du coup je me suis un peu, alors je dirais pas spécialisé, parce que c'est pas vraiment une spécialisation, mais les dernières antisèches que j'ai fait, celle qui marche le mieux et pour laquelle je suis le plus fier, c'est le Guitar Cookbook. C'est un bouquin que j'ai fait qui représente les gammes, et à l'intérieur des gammes, les accords. Donc, c'est une façon de représenter graphiquement à quoi ressemblent les gammes sur le manche, et surtout faire le lien entre les gammes, l'aspect un peu mélodique, et les accords, l'aspect un peu harmonique. Donc, c'est une façon de représenter les harmonisations de gamme dans toutes les tonalités, toutes les positions de la gratte. Et ouais, moi j'ai découvert ça, j'ai découvert les gammes parce que j'ai commencé avec comment ça s'appelle, Metallica et tout. Moi, je suis un peu de l'école hard rock, metal. C'était ça mes influences. Donc j'ai découvert Metallica, j'étais fan de Metallica, et un jour j'ai appris que le prof d'un des guitaristes de Metallica, c'était Joe Satriani. Donc c'est un des guitaristes, voilà. C'est un des mecs qui est tout en haut en termes de guitare instrumentale. Et ce mec-là, en fait, à l'époque, ça fait 20 et quelques années maintenant, à l'époque, lui, il démocratisait pas mal tout ce qui était approche un peu classique, tu sais, les modes, des trucs un peu qui sortaient un peu du rock habituel, quoi. Le rock avant, c'était la pentatonique et puis les modes mineurs. Et puis lui, il se lançait dans d'autres trucs, tu vois, des gammes andalouses, des gammes orientales, ce genre de choses. Et je me suis dit, merde, faut que je sache ça. Le secret, il est là, c'est ça qu'il faut que j'aille chercher, quoi. Du coup, j'ai pas mal cherché, et je me suis retrouvé à faire un recueil de gamme qui aujourd'hui déborde de gamme et d'harmonisation dans tous les sens. Et puis voilà, quoi. Et, ça c'est le gros du sujet. Et je propose aussi d'autres trucs. Je propose des posters, parce que je trouve que quand tu travailles, c'est bien d'avoir le truc sous les yeux. Donc je propose un poster avec ce genre de choses, donc les gammes les plus courantes, les plus simples. Et je propose aussi un poster façon Ouija, tu sais, avec comment ça s'appelle, les accords magiques. Tu sais, les fameux accords qui sont issus de l'harmonisation de la gamme majeure et qui sont utilisés dans tous les morceaux. Et ben, je les ai représentés sur un poster, en disant aux débutants, voilà, tous ces accords-là, ils fonctionnent, fais n'importe quoi avec et tu vas pouvoir créer de la musique, quoi. L'idée, moi, derrière, c'est de pouvoir donner des outils aux gens pour pouvoir créer leur musique. Voilà. Ok, ouais, de guitar cook, cuisiner, toute cette approche-là. C'est ça. Et donc, si je comprends bien, en fait, tu as commencé la musique en essayant de te représenter visuellement pour mémoriser. Donc, tu redessinais de toi-même, tu faisais de ça de mémoire? Ouais. Alors en fait, il y a eu pas mal d'étapes. Quand tu es autodidacte, tu passes du temps à faire des trucs, tu réinventes la roue des fois, tu sais, tu passes des mois et des mois pour arriver à regarder ce que j'ai fait. Ouais, c'est une roue, t'es mignon, mais c'est C'est pas le neuf. gros problème de l'autodidacte, comme tu le disais tout à l'heure aussi, on ne sait pas l'étape d'après. Le prof, Bah, il nous dit, c'est bien de faire ça avant de faire ça, et puis après tu feras ça, ça va aller beaucoup plus vite. Et tout seul, on peut pas être le moine au-dessus de la colline et le mec qui monte la colline il y a en ça, même mais d'un temps. autre côté, alors, moi je trouve qu'être autodidacte, c'est à la fois, il y a ces freins-là qu'on vient d'évoquer, mais d'un autre côté, c'est un peu comme si tu bricolais une voiture toi-même, quoi. Arrive un moment, tu sais exactement qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui sert à quoi. Il n'y a pas il y a pas le biais de voilà, alors ça, tu l'apprends par cœur, et plus tard, on le décomposera. Et quand tu es autodidacte, tous les outils que tu utilises, t'as pas d'autre choix que de les comprendre, parce que tu les prends tellement morceau par morceau que du coup, tu as une vision globale de la chose, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, je me retrouve à partager ce que je pense avoir compris de la théorie musicale et de la musique, alors que je suis pas musicien de métier et que j'ai aucune formation voilà, je suis pas diplômé, j'ai pas le tampon conservatoire ou je sais pas quoi. Et aujourd'hui, je me retrouve à manipuler des concepts et des idées qui paraissent pour la plupart des gens qui me suivent et que je rencontre, qui paraissent incroyables et compliqués et complexes et je sais pas quoi, alors que moi, ça me paraît juste couler de source et pas être compliqué, quoi, parce que je les ai mâchouillés tellement tout doucement
qu'aujourd'hui, ils sont bien digérés. Et puis voilà. Moi, aujourd'hui, ce qui m'éclate, c'est justement de prendre ces concepts et puis ces idées qui peuvent être abstraites et d'essayer de les faire passer aux gens et essayer de leur amener des outils qu'on m'a vendus, moi, quand j'étais gamin, comme complexes, et leur dire, bah non, c'est facile, regarde, tu fais ça, et puis tu peux t'en servir tout de suite, même si tu es débutant. Donc, je pense que c'est en ça que tu vois, ta proposition d'interview m'a séduite. Tous ces mécanismes un peu, alors moi je ne maîtrise pas les termes que tu pourras nous donner, mais tous ces mécanismes mentaux, toutes les images que tu peux te faire, tous les systèmes d'ancrage que tu peux avoir, les situations dans lesquelles tu te mets pour te mettre dans une bonne situation, tous ces machins-là, c'est des trucs qui me passionnent un peu, quoi. Même si je suis assez naïf sur la question. C'est réussir à faire passer une idée complexe à quelqu'un qui à la base la comprenait pas et la refusait un peu, et qui à la fin, enfin moi quand j'ai un commentaire sur une vidéo qui me dit tu viens de débloquer 20 ans de je sais pas quoi parce que j'étais complètement bloqué, je comprenais pas le truc. Bah non, enfin c'est pas compliqué, et là c'est là que ça me plaît, quoi. C'est là que je me dis que j'ai réussi mon truc, et puis je me dis que c'est le truc que je peux apporter, quoi. Yes, oui, c'est vraiment le mot un peu qui fait beau, c'est genre neuroergonomique. Genre tu facilites l'acquisition par le cerveau des gens qui t'écoutent des concepts en question qui peuvent être complètement imbuvables, écrits noir sur blanc dans un livre en caractère 10. Juste on voit le livre, on a mal à la tête, et en fait tu permets de prendre la connaissance autrement pour beaucoup plus facilement l'acquérir et lui donner sens. Ouais, mais au final, c'est pas. Moi, je vois ça. Enfin, moi, j'ai un passé de communicant. Tu vois, j'étais chargé de com. Donc, les termes qu'on utilise, faut parler le langage de la personne à qui tu parles, en fait. Adapter son discours à la personne que tu as en face de toi, et réussir à illustrer une idée avec des éléments que la personne comprend et connaît. Il n'y a pas très longtemps, là, j'ai invité sur ma chaîne un bassiste, François Oui, j'ai vu. Delacour. Et il dit un truc vachement. Enfin, on discutait, je ne sais pas si c'est ressorti dans une des vidéos, mais il y a un truc qu'on parlait. Lui, il bosse beaucoup avec des entreprises, et il donne des cours dans les CE, tu vois. Et il y a certaines notions qu'il n'arrivait pas. Et du coup, maintenant, la technique qu'il a, quand il y a quelqu'un qui ne comprend pas un concept ou une idée ou quelque chose, il arrête tout et il lui demande son métier. Il dit, tu fais quoi, toi, dans la vie? Et puis le mec, bah, moi, je suis chauffeur de bus ou je sais pas quoi, tu vois. Et du coup, OK. Et à partir de là, il va essayer de se créer des images mentales pour illustrer ce qu'il a à dire avec des éléments de la vie quotidienne de la personne qui est en face de lui, quoi. Et ce qu'il me dit, 95% du temps, ça marche en 2 phrases. T'as démoli le truc, et puis ça y est, on repart sur des basses scènes, quoi. C'est une super idée de stratégie pour les professeurs qui regarderont la vidéo, parce que chaque communicant, les professeurs sont des communicants au quotidien à essayer de transmettre des expériences, des concepts. Et donc là, c'est extrêmement pertinent comme stratégie. Ouais, c'est fun en plus. Ça montre vraiment, je m'intéresse à toi. Et, et Ouais, donc, mais ouais, après, c'est vraiment moi, après, j'ai pas un. Tu vois, je parle de ça. J'ai un gros problème, moi, comment ça s'appelle, de crédibilité. Je crois pas en ce que je raconte parce que j'ai pas j'ai pas les tampons, j'ai pas le diplôme de machin en termes de pédagogie. Je fais de la pédagogie en vidéo, mais j'ai jamais été prof, tu vois. Donc, moi, je connais beaucoup de profs de guitare qui voient X élèves par semaine et tout et tout. Et je trouve j'imagine qu'ils ont une expérience que j'ai absolument pas, tu vois, s'adapter sur le coup, sur machin, sur tout de suite. Moi, je fais ma pédagogie en vidéo, donc j'ai le temps, tu vois, de rédiger si je veux. J'ai le temps de déconstruire le truc. Et quand il y en a un qui n'a pas compris dans la vidéo, bah, peut-être qu'il comprendra la vidéo d'après. Mais tu vois, j'ai pas la nécessité, moi, de devoir réagir tout de suite sur le fait que quelqu'un n'a pas compris. Tu vois, j'ai pas le retour immédiat des élèves. C'est pas des élèves, mais des gens qui me suivent. Et, euh, et alors, parce que pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure de l'avantage de l'autodidacte, parce que c'est vrai que l'autodidacte, j'en parle assez souvent en interview notamment, et il y a toujours cette notion de ça peut être dangereux si on n'a pas la bonne souplesse psychologique. J'ai l'impression qu'on a besoin de certaines qualités d'endurance, de détermination, tout ça, pour bénéficier du Graal, comme tu l'as dit, c'est j'ai tellement mâchouillé, tellement manipulé. Moi, j'ai tout le temps la connaissance pour la manipuler, 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 Mm. manipuler dans tous les sens, la retourner. Tu fais un dessin, ensuite tu fais à l'oreille, ensuite, enfin, essayer de mobiliser un maximum les façons différentes d'utiliser le même truc pour
l'intégrer toujours plus profondément. Et c'est ce que tu as fait et c'est ce qui fait que tu as pu avoir cette compréhension qui aujourd'hui peut être intuitive de concepts qui peuvent sembler complexes pour d'autres personnes. Et justement, quelles sont les qualités psychologiques que tu penses indispensables pour être un bon autodidacte? Je sais pas si ça va être des qualités psychologiques, mais je pense qu'il y a un truc qui est majeur. Il faut avoir envie. Faut réussir à. Je vais essayer de trouver mes mots pour parler bien, mais il faut réussir à cultiver sa passion. Tu vois, apprendre seul, c'est quelque chose qui est difficile. Déjà parce que tu es tout seul et parce que voilà. Il faut savoir ce que tu veux faire. Donc, il faut réussir à avoir le recul nécessaire pour te dire de quoi j'ai envie et ça, réussir à le cultiver, à le faire vivre. Tu vois, réussir à se rendre compte. Je pense qu'il faut réussir à avoir le recul un peu. Il faut réussir à être autodidacte. Pour moi, c'est être son propre professeur. Tu vois, c'est apprendre tout seul, mais c'est aussi avoir le recul pour voir ce que tu es en train de faire. Avoir le recul pour se dire, là, je suis en train de bosser là-dessus. Une fois que j'en aurai fait le tour, qu'est-ce qui va se présenter à moi? Et si rien ne se présente à moi, il va falloir que je fasse l'effort d'aller chercher quelque chose d'autre à travailler, quoi. Tu vois, c'est quelque chose d'assez particulier parce que si tu te laisses porter en tant qu'autodidacte, tu découvres les choses au fur et à mesure et tout et tout. Si tu te laisses porter, arrive un moment, tu arrives peut-être dans une voie de garage et puis il n'y a rien d'autre qui se présente à toi. Et puis là, tu vois, la passion, elle s'étiole. Ça devient difficile de travailler parce que c'est ennuyeux. Tu ne sais pas vraiment vers quoi tu vas. Donc je pense que c'est un truc important, c'est ça, c'est réussir à prendre un peu de recul sur son propre apprentissage, en fait. Ça, pour être en tant qu'autodidacte, je pense que c'est la meilleure chose. Après, il faut être curieux, mais ça, je pense que enfin, moi, c'est un truc qui est naturel chez moi, j'imagine. Et il faut être ouvert d'esprit. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est ça. On parle de musique. Je suis un peu, je suis un peu allergique, moi, tu sais, comment ça s'appelle, au dogme, aux obligations, voilà, ça, t'as pas le droit, ça, t'as le droit, ça, tu peux pas, il faut surtout pas ci, il faut surtout pas ça, tel accord, faut qu'il soit enchaîné par tel accord. C'est des règles qui sont intéressantes. Une fois que tu les as comprises et une fois que tu les as assimilées, tu sais à quoi elles servent et tu sais pourquoi on te lance vers ça. Mais j'ai envie de. Moi, ce que je propose justement, c'est une ouverture complète sur le. Voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Voilà, tout ça, c'est possible et ça, tu peux l'essayer aussi et ça aussi. Je me suis à faire des recherches sur des gammes différentes. Je me suis confronté à des systèmes harmoniques qui sont loin du majeur-mineur dont on a l'habitude avec notre oreille occidentale. En Europe, c'est majeur-mineur, c'est un petit peu harmonique, tu vois, un petit peu mélodique. Puis sorti de là, c'est compliqué. Alors que c'est pas compliqué. C'est 7 notes différentes prises dans les 12 qui existent. Et puis avec ça, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et je me suis retrouvé, moi, à faire des rencontres vachement intéressantes avec des guitaristes un peu partout dans le monde et à travailler des ragas indiens, tu sais, des influences d'autres cultures pour lesquelles, si tu mélanges notre point de vue occidental et ce que eux proposent, notre point de vue occidental avec le monde, tu sais, on se dit, bah non, c'est faux. C'est faux, c'est des fausses notes. C'est pas la bonne, là. Ça, c'est pas la bonne note. Ça non plus, c'est pas la bonne note, quoi. Alors que non, c'est d'autres couleurs, quoi. C'est d'autres. J'essaie de faire le parallèle régulièrement, moi, avec la peinture, avec la création graphique, tu sais. Et des fois, je me pose la question est-ce que les peintres, est-ce que les gens qui dessinent, est-ce qu'ils se retournent autant le ciboulot et est-ce qu'ils s'interdisent autant de choses que nous, musiciens, quoi. Tu sais, voilà, la fausse note, pour moi, la fausse note, ça n'existe pas, quoi. Je sais pas, la musique, c'est un langage. Bah, tu n'as peut-être pas utilisé le bon mot pour exprimer ce que tu voulais, mais au coup d'après, tu vas te reprendre. Et puis, ce serait comme couper une discussion avec quelqu'un pour l'arrêter en disant non, là, c'est pas le bon terme que tu as utilisé, c'est pas ça. Et enfin, tu fais pas ça, quoi. Tu reformules derrière, tu essaies d'amener le truc un petit peu différemment. Yes, ok. Et donc prendre du recul, la curiosité, parce que oui, tu as donc allé voir des trucs comme le raga indien, donc c'est vraiment aller chercher, confronter le conditionnement de nos oreilles radiophoniques, télévisuelles, avec la musique. Vraiment, on a l'oreille habituée à entendre certains enchaînements de notes et Ouais. d'autres peuvent nous piquer, sont beaucoup moins intuitifs dès qu'on essaye même juste de les fredonner, quand ça sort un peu de ce ce qui est bien rentré dans notre esprit. Euh, et donc, toi, dans ton aventure de musicien, donc tu as commencé vers 17 ans, tu dis, tu Ouais. as été autodidacte, tu griffonnais sur tes cahiers, tu faisais des schémas visuels, donc je suppose que c'était joli et clair.
sinon tes copains ne t'auraient pas demandé de leur partager peut-être tes anti-sèches. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi tout au long de ce chemin? Est-ce que tu as tout le temps été dans cet enthousiasme ou est-ce qu'il y a des moments, tu as quand même, est-ce qu'il y a des moments, tu as quand même peiné? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es quand même dit, ah, il manque tel type de compétence ou tel type de qualité Bah ça, il me manque tel type de compétences ou tel type de qualité, c'est encore aujourd'hui. Enfin, j'aurai bientôt 40 balais. Je suis victime absolue, tu sais, du syndrome de l'imposteur. Tu sais, quand tout le monde te dit, mais si, t'as raison, t'as bon, tu sais, enfin voilà, c'est bien ce que tu fais et tout. Mais toi, au fond de toi, tu dis, ouais, mais je sais à quel point il m'en manque, quoi. Non, mon parcours, en fait, à y réfléchir, tu vois, à prendre un petit peu de hauteur, je me dis qu'au final, j'ai eu deux parcours l'un à côté de l'autre. J'ai eu mon parcours de guitariste, donc guitariste par passion, pas de métier, où bah, j'ai appris plein de trucs que voilà, je me suis enseigné moi-même. Et d'un autre côté, en parallèle de ça, j'ai eu mon parcours d'éditeur, en fait, tu sais, faire en sorte que comment ça s'appelle, mes anti-sèches, elles soient accessibles à tout le monde, elles soient sur mesure pour ce que j'en avais envie qu'elles soient. Enfin, et donc, j'ai eu ces deux parcours l'un d'un côté et de l'autre. J'ai pas une grosse expérience musicale en termes de jeu. Voilà, il y a mon nom sur un album. J'ai accompagné tu vois, un auteur-compositeur de la région. On a tourné pendant quelques années et tout et tout. J'ai fait un peu avec un autre pote, j'ai fait un peu, tu vois, aller tourner les bars et tout, à faire des reprises, ce genre de choses. Mais j'ai une toute petite expérience minuscule en termes d'instrumentiste. Je pense avoir plus d'expérience dans la pédagogie et la création d'outils qui puissent servir aux gens, quoi. Je sais pas si je réponds à ta question, je suis peut-être complètement à côté, mais Bah, c'est pas si tu réponds à ma question, mais de manière assez indirecte, parce que je t'interrogeais vraiment sur tes étapes dans ton apprentissage euh, et puis sur les moments où tu as eu des Eureka, par exemple, ou les moments où tu te dis ah Tu vois, ouais, bah, y a eu ça. les deux opposés chez du musicien moyen, de tous les musiciens, enfin. Donc, Ouais, il y a eu comment ça. ça s'est déroulé pour toi? Il y a eu ça. Alors, il y a eu ça. Alors, moi, j'ai découvert la guitare. J'ai commencé avec mon frangin qui m'a montré trois accords et puis une pentatonique. Donc, grosso modo, c'était les accords du blues, tu sais, 1, 4, 5. Et puis la pentatonique. Puis avec ça, tu peux faire une carrière si des fois tu es B.B. King, quoi. Donc, bon. Et parti là-dessus, déjà, j'ai commencé par improviser, en fait. Tu vois, j'ai toujours eu beaucoup de mal et jamais eu envie d'apprendre par cœur la musique des autres. Moi, quand je pratique, je mets un CD et puis j'improvise par-dessus ou j'écris trois trucs que je garde pour moi parce que je suis voilà, un petit peu timide sur la chose. Mais l'improvisation, déjà, c'était le premier truc à me dire, ah, merde, on a le droit de faire ce qu'on veut, en fait. On est libre. Voilà, personne ne peut m'arrêter en plein milieu de mon truc. C'est assez libérateur. Après, d'un point de vue théorique, ouais, bah, j'ai appris les gammes parce que il fallait. Je pensais que le secret, c'était ça. Moi, j'ai commencé, c'était fin des années 90, tu sais, donc c'était toute la période. Il y avait eu toute la période Shredder avant, tu sais, Eddie Van Halen, machin et tout, Satriani et Vai qui était un peu machin, et toute cette période un peu de guitaristes virtuoses et compagnie, c'était, moi, je baignais là-dedans, quoi. Donc, je me suis dit, bah, être guitariste, c'est ça, il faut savoir faire tout ça, il faut connaître toutes ces notions-là. Et donc, il y a eu la découverte des gammes, la découverte des modes, un par un. Et puis, le premier moment Eureka, c'est quand j'ai compris que les modes étaient liés les uns aux autres. Tu vois. Que, tu sais, les modes dorien, phrygien, enfin, tous les modes grecs étaient tous liés les uns aux autres. Et alors là, il y a eu en fait, c'est facile. En fait, c'est tellement simple. Tout est dans la même boîte. Il suffit de la retourner, pas de la prendre dans le même sens et de la regarder sous un autre angle différent. Et puis ça marche. Ça, c'était le premier truc. Et pendant longtemps, j'ai été bloqué entre. J'arrivais pas à faire le lien entre les gammes et les accords. Ça, je ne comprenais pas pourquoi telle gamme, elle fonctionnait sur tel type d'accord et pourquoi tels accords, ça sonnait bien sur tel type de mélodie. Et c'est pour ça que j'ai bossé beaucoup justement sur ça. Et jusqu'au jour où j'ai découvert l'harmonisation des gammes, à savoir que avec les notes de la gamme, tu les empiles, tu les mets les unes sur les autres, puis ça fait des accords. Et du coup, ces accords-là, vu qu'ils ont les mêmes ingrédients que la gamme, tout le monde ensemble, ça sonne bien, quoi. Et alors là, ça a été le moment fou aussi. Et à partir de là, j'ai découvert doucement que tu pouvais sortir de ça. Donc j'avais une approche très. Alors j'utilise des termes de musicien, je suis désolé, j'imagine que tout le monde est musicien sur ta chaîne, mais
je travaillais de façon très diatonique, tu vois, très enfermé dans la gamme. Telle note, elle est dans la gamme, telle note, elle n'est pas dans la gamme. Donc celle-là, tu n'as pas le droit, on ne la prend pas. Et celle-là, elle est dans la gamme, donc c'est bon, on est sur les accords. Et là, doucement, j'ai appris, du coup, avec plein de rencontres aussi bien sur Internet que dans la vraie vie, que tu peux suivre les règles, tu peux utiliser les harmonisations, mais il y a des billets qui te permettent tu vois, de retourner un peu le truc et de faire des accords d'emprunt, faire des modulations, ce genre de choses, où au final, tu es enfermé dans la gamme, mais en même temps, tu es complètement libre et tu peux passer d'une gamme à l'autre. Et tout ce côté carcan un peu obligatoire et lourd, et au final, c'est une aire de jeu dont tu peux sortir si tu as envie et tu peux. Voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Je suis en train de bosser là je suis en train de bosser dans ma tête parce que j'ai du mal à sortir ça sur papier pour l'instant. Je voudrais créer un bouquin, pareil, en forme d'anti-sèche ou d'accompagnement, comme ça, sur la composition, mais pas avec les notions théoriques qu'on a l'habitude d'utiliser, avec un système où, en fait, je vais essayer de proposer aux gens de créer avec le bouquin. Et une fois qu'ils auront créé, pouvoir leur dire, voilà, ce que tu as fait, c'était tel élément théorique avec tel autre élément, et du coup, qu'ils puissent d'abord goûter, et ensuite qu'on leur file la recette de comment t'en es arrivé à ce goût-là. C'est assez... c'est un très gros dossier, et c'est un truc qui va être assez compliqué à mettre en place, je pense, parce que je voudrais vraiment faire quelque chose de ludique, quelque chose d'amusant. Enfin, je pense que tu n'iras pas à l'encontre de ça. Je pense que si tu t'amuses pas, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre. Ça, c'est vraiment c'est génial parce qu'on l'entend de plus en plus, et ça va finir par pénétrer l'éducation nationale dans les hautes sphères pour qu'on redonne envie. Parce que ouais, c'est le plaisir, enfin, c'est évident. Non seulement on a envie d'y revenir, simplement, et en plus, ça glisse beaucoup mieux dans le cerveau. On est beaucoup plus intensément investi parce que quand on s'amuse, on est à fond dedans. Donc, on est à fond dedans, on est très concentré. Donc, on est trop concentré, on stimule beaucoup son cerveau, et donc ça rentre bien plus profondément. Donc, bien sûr, c'est une évidence, mais c'est toujours génial de le répéter parce que à force de le répéter, on va gagner le combat, et on va commencer toutes les structures vont commencer à se dire, faut que ça soit fun. Mais ouais, mais tu vois, je sais plus qui c'est qui disait ça, parce que c'est Victor Hugo qui disait ça. Il disait, le rôle d'un prof, c'est pas de gaver, c'est de donner faim. Et c'est ça le secret, je pense que c'est ça. Tu vois, si tu amènes toutes les infos à un élève ou à quelqu'un qui a besoin de ces infos, si tu amènes tout, il va voir arriver une vague d'informations qu'il va falloir assimiler, c'est compliqué. Tandis que si tu entretiens un peu le mystère en lui disant, peut-être que ta solution, elle est là. Et tu vois, en ça, le fait d'être autodidacte, je pense que c'est bien aussi. Tu vois, tu lui files le truc, et puis du coup, il va gratter un peu, il va essayer de trouver lui-même, et du coup, ça va attiser sa curiosité, et du coup, ça va lancer un peu la machine. Mais tu vois, en termes de pratique, par exemple, moi, je pratique pas assez, parce que je suis très pris avec mon taf d'éditeur. Je voudrais pouvoir faire de la guitare beaucoup plus, mais je ou n'ai pas le temps, ou ne prends pas le temps. Tu le mettras dans le sens où tu veux. Je pense qu'il doit y avoir des mécanismes mentaux aussi qui font que tu t'occupes beaucoup pour ne pas te retrouver face à toi-même et faire tes trucs. Enfin, on est sur de la psychologie à pas cher, là. En termes de pratique, il y a un truc qui est super important que j'ai appris il y a quelques années et qui est super intéressant. Alors, je ne sais plus, les Américains, ils appellent ça être dans la zone. Et l'état de flow ou la zone, oui. Ouais, c'est ça. Tu dois maîtriser ça mieux que moi. Et l'idée, c'est de te retrouver, de travailler quelque chose qui soit suffisamment difficile pour pas que tu t'ennuies et qui ait suffisamment de challenge pour que ça t'intéresse. Mais il faut surtout pas que ce soit trop haut par rapport à tes compétences pour pas que tu sois tout le temps dans l'échec. Il faut être tout le temps justement dans cette fameuse zone où c'est un petit peu difficile, mais c'est rigolo quand même de le faire. Moi, je fais beaucoup comment s'appelle le parallèle avec le jeu vidéo, parce que je joue beaucoup, puis maintenant j'ai une gamine qui est grande et puis qui joue aussi. Si tu mets la difficulté pas assez haute, tu t'ennuies, il n'y a pas de challenge. Et si tu la mets trop haute, tu es tout le temps en train de perdre et de mourir, et c'est pas marrant non plus. Il faut trouver cette zone, et je pense que ça, c'est difficile. Et prendre le recul sur son travail et essayer de voir, est-ce qu'on est dans cette zone de c'est suffisamment compliqué pour être intéressant, mais pas suffisamment difficile pour que ce soit douloureux. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Tu vois, on parlait tout à l'heure des autodidactes. Je pense que c'est un truc qu'il faut mettre en avant. Eh bien, c'est très intéressant. Après, tu parles de la zone, et j'ai l'impression que finalement, il y a deux concepts, parce qu'il y a le concept de la zone
quand le motard en course, il est à fond, ou le joueur d'échecs quand il voit plus le temps passer, ou le musicien quand l'état de grâce, tu sais, les moments où aussi. c'est la jouissance musicale pure, où tu t'oublies et après tu reviens, et les gens te regardent les yeux brillants et voilà. Et là, en fait, tu parles plus d'une zone optimale d'apprentissage. C'est Oui, plutôt ouais, ça ouais, que ouais. tu cites. C'est ça, mais en fait, le truc, c'est que bizarrement, quand tu te retrouves dans la zone que je décris, en termes de difficulté de Ça trucs, devient l'autre zone aussi. tu as plus de chances de rentrer dans cette autre zone, cet état Oui, de transe un peu, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que de temps en temps, il y a ce genre de choses, quoi. Moi, il m'est arrivé, enfin, c'est un peu cliché, mais tu es sur scène, c'est le moment de faire ton petit solo, ton machin et tout. Et puis tu commences, et puis ça se termine tout de suite, en fait, parce que tu n'as pas vu passer le truc, quoi. Tu étais tellement dans le. Voilà, il y a plus d'instruments, tu es juste en train de t'exprimer, quoi. Et oui. c'est quelque chose, après, je sais pas, bah toi, tu sauras peut-être nous dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déclencher volontairement, ce genre d'état? C'est un état de conscience et tous les états de conscience, on peut les déclencher. Donc ça, c'est des projets que j'aurai prochainement à Queen Music. Oui, il y a des outils. Moi, enfin, on n'est pas là pour parler de moi, mais moi, je suis passionné par tout ce qui permet de hacker le cerveau humain, d'enlever les je suis un imposteur et donc du coup, ben, je fais autre chose que de travailler ma guitare. Il y a toutes ces choses qui peuvent traîner parce que tout ça, ça agit à un niveau préconscient qui fait que nos décisions sont le fruit de freins qu'on sent un peu dans le corps. Je ne suis pas à l'aise en tant Mmh. que musicien ou quelque chose. Et on peut déclencher aussi des états, effectivement. On peut les déclencher, on peut les entraîner, on peut les. En fait, c'est comme apprendre une gamme. C'est une compétence à développer. Sauf que personne ne dit que c'est des compétences à développer et que ça se travaille et qu'il y a des outils pour ça. Donc oui, ça se peut. Et d'ailleurs, c'est ça que sert à ça que sert la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau, par exemple. Mmh. Pour moi, la différence entre les champions du monde et les champions de France, c'est qu'il y en a, ils arrivent 8 fois sur 10 à se mettre dans la zone, l'état où ils sont au top, où d'un coup tout devient facile, où ils ont même une légère anticipation sur ce qui vient, mais dans une espèce de fluidité. Mmh. Alors que ça représente un défi, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein. Parce que si c'est trop facile, on ne rentre pas dans cet état qu'on appelle le flow ou la zone. Et, euh, et les champions de France, ben, ils y rentrent 2 fois sur 10. Chez eux, ils jouent aussi bien les uns que les autres, on pourrait dire. Mais la Ouais. capacité à rentrer dans le bon état au bon moment, eh bien, il y en a par le fruit du hasard ou parce qu'ils ont eu une bonne rencontre et on leur a présenté des outils, on les a entraînés, ils y arrivent beaucoup plus et certains y arrivent beaucoup moins. Et puis plein de gens croient simplement que c'est pas possible, que c'est genre une fois dans la vie, j'ai eu de la chance, puis bah, j'ai eu mon tour dans une Ouais, prochaine vie. alors ça, je suis ravi que tu abordes le sujet. Moi, c'est un truc auquel je crois pas du tout, ça. C'est un truc auquel je crois pas du tout. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant, ouais, mais toi, tu as de la chance. Toi, comme s'il y avait un mec, tu sais, à la naissance qui arrive avec un tampon. Bon, toi, tu auras de la chance, puis toi, tu n'en auras pas. Et puis, enfin, c'est un truc auquel je crois pas. Je reste profondément convaincu que si tu te donnes les moyens, alors on part pas tous avec les mêmes bases. Donc là, on est un peu dans le socio peut-être, mais on part pas tous avec les mêmes bases. Mais si tu te donnes les moyens et que tu te bats, tu as plus de chances d'y arriver que celui qui est sur son canapé à se dire bah, de toute façon, moi, j'ai pas de chance. Et c'est quelque chose qui est assez, qui est très répandu. Moi, je le vois beaucoup. Parce qu'en plus de la chaîne que je fais de mes travaux d'édition, j'ai ouvert une deuxième chaîne avec un collègue où on présente du matériel musical. On présente des guitares, des amplis, des pédales. Voilà, il y a des artisans qui nous envoient du matériel et on présente ce genre de choses. Et donc avec Gaël, avec mon collègue, on organise on appelle ça des monster class et on fait le tour un peu de France et régulièrement on va dans des magasins de musique et on rencontre les gens. Donc on leur parle de musique, moi je leur parle de théorie, de machin, on parle de matos, voilà, on parle de pas mal de choses. Et tous les gens que je rencontre, il y en a beaucoup dans le lot où tu te rends compte qu'ils ils se mettent des freins. Ils choisissent, moi dans ma tête c'est ça, ils choisissent de se mettre des freins en se disant bah ouais mais non, c'est pas pour moi parce que moi j'ai pas de chance et moi j'y arrive pas et voilà, et pour toi c'est facile et pas pour moi. Et ça Alors, me frustre tellement, quoi. ça me frustre autant que toi. Par contre, je mettrais une petite subtilité sur ils choisissent oui et non. Si on vivait dans un monde en 2D et quelqu'un est en 3D nous parle, on le verrait quand même en 2D et on ne se rendrait pas compte que c'est de la 3D. Dans le sens où on est plus ou moins responsable. Tu vois, par exemple, le fait d'avoir pu être autodidacte comme toi, tu as eu certaines. Au fond de toi, tu as dû croire qu'à un moment, tu trouverais quand même la solution et la gamme. Tu avais quelque chose au fond de toi, une sorte de plus ou moins conviction qui t'a donné le carburant pour faire tes milliards d'expérimentations et finalement manipuler, mâchouiller la connaissance et construire et avoir ces eureka. Mmh. Mais si au fond de toi,
tu avais un truc complètement subjectif, hein, qui n'a rien à voir, hein. Un jour, un Ouais, prof t'a dit façon blablabla, toi, t'es blablabla. ouais, Une marque, une phrase bien intégrée au fond de ton inconscient. Tu sais pas pourquoi, mais chaque fois que tu arrêtes ou que tu arrives sur un passage difficile, ben, tu as vraiment un mauvais sentiment et tu ressens, ouais, de toute façon, c'est mort. Et tu vas switcher, tu vas aller faire autre chose. Et c'est des mécanismes, on n'apprend pas ça à l'école. Le fait que le cerveau humain est aussi conditionnable que ça et à quel point on est victime de plein de choses, de plein de biais cognitifs, de plein ouais, d'automatismes, d'approximations qui font que ce qu'on croit être le monde, finalement, c'est juste une grosse création à la matrix de notre cerveau avec les programmes qu'on a mis et le niveau d'avancement de notre Windows ou de notre macOS. Il y en a, ils ouais. sont sur Windows 2 en Non, termes non, de je vois ce que tu veux dire. sophistication. Et c'est pour ça Mais que je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, mon dada, c'est de libérer ça et de voir des gens d'un coup et qui se lèvent le matin, qui travaillent 3 fois plus, qui arrêtent de se dire je suis pas pro, j'ai commencé la musique tard et qui commencent à progresser plus vite. C'est leur professeur qui leur dit mais vous apprenez des morceaux plus compliqués tout seul. Et on a juste enlevé les freins. Après, ils mettent même des méthodes de travail en place. Il n'y a même plus besoin de leur dire les méthodes. Les oui, méthodes deviennent une conséquence. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi, mais, mais certaines personnes, alors il y en a qui veulent pas. Et encore, à quel point ils sont responsables ils veulent pas. Mais certaines personnes sont juste tellement convaincues. Ils voient en noir et blanc. Les couleurs, ça n'existe pas. Parce que toute oui. leur famille a dit que les couleurs, ça n'existait pas. Je vois Et ce que tu veux dire. Ouais. Je vois ce que tu veux dire parce que, tu vois, faire un peu de recul. Moi, j'étais salarié pendant des années. J'ai bossé 15 ans dans une boîte et j'en suis parti il y a un peu plus d'un an maintenant pour être indépendant. Et étant sorti de l'entreprise, je me rends compte de tous les automatismes et de tous les freins que tu te mets et tout et tout. Il y a des situations aujourd'hui où je me dis, mais ça, il y a 7 ans, ça aurait été scandaleux, ça aurait été un truc problématique, il faut surtout pas faire ça. Voilà, je sais pas si c'est une question d'éducation, une question d'environnement. Quand tout ton environnement te dit que bah là, ça c'est pas bien, même si tu n'en es pas forcément convaincu, au bout d'un moment, tu finis par l'accepter et tu finis par te laisser porter par ce genre de truc. Moi, dans ma tête, je me dis, bah, ils choisissent de se mettre des freins parce que je pense avoir un petit peu compris que tu vois, c'est toi qui gères, quoi. Si des fois il y a un truc que tu fais pas, c'est que, enfin voilà, moi aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de trucs que je fais pas, que j'arrive pas à faire et tout. Je sais que le problème, il est là. C'est pas l'environnement qui fait. C'est moi, à un moment, il faudrait que je trouve le biais pour pouvoir, tu vois, faire sauter le verrou, comme tu disais, lever les freins sur ce genre de truc. mais pour ça, faut des outils. Il faut déjà voir des preuves que ça existe. Parce que pour beaucoup de gens, c'est juste ça n'existe pas. Hum, Donc, quand on leur dit, il y a quelqu'un qui a pu faire quelque chose, on va dire quelque chose de spécial, quelqu'un d'un coup qui peut progresser beaucoup plus vite, certaines personnes qui n'ont jamais vu, pour eux, tu vas juste être un menteur parce que ça ne rentre pas dans le cadre de ce qui existe. ouais, Pour eux, ça n'existe pas. C'est des croyances, hein. Dès que tu dis à quelqu'un quelque chose qui est trop éloigné de ce qu'il croit, attends, on peut apprendre genre les modes en 3 semaines ou quelque chose, ou j'en sais rien si c'est possible. Et là, je prends juste ça en exemple. Mais quelqu'un, si c'est trop éloigné de ce qu'il croit, il va, il va avoir un sentiment de rejet. Et tu sens, c'est intérieur, c'est de l'énergie. Les croyances, c'est ce qui fait les conflits en repas de famille. C'est ouais, dès que nos croyances, c'est nos convictions. Il y a beaucoup d'énergie qui monte, le système psychologique se protège. Et alors, on n'apporte pas frontalement. Et c'est pas avec des mais si A plus B plus C, c'est pas un argumentaire qui change une croyance. La ouais, personne, quoi qu'on dise, elle va le déformer pour se donner raison à elle-même. Notre cerveau passe son temps à essayer de prouver que ce qu'on croit est vrai. On ouais, tourne en rond. Et donc, il faut des personnes qui ont des outils extérieurs, des stratégies de communication un peu particulières pour ouvrir une faille et puis laisser rentrer un petit peu de lumière avec des outils et tester des outils et sentir un changement. Et quand on sent un changement, on se dit, on l'a intégré. Donc, c'est dans la tête, mais c'est aussi vraiment, on le sent dans le corps quand on doute, ouais. quand on est convaincu. C'est, Il y a une, comment ça s'appelle? C'est intéressant ce que tu dis, le côté ouvrir une faille et tout, c'est complètement ça. Enfin, moi, en termes de pédagogie, c'est ce que j'essaie de faire, quoi. Tu vois, j'arrive avec des oui. trucs compliqués et tu sais, tu montres que maintenant, c'est pas compliqué. Regarde, essaye, fais-le toi-même. Et le mec le fait, et il se dit, oh, mince, je suis en train de jouer avec, j'en sais rien, moi, un accord de septième ou je sais pas quoi, qui est censé être un truc compliqué. Bah non, tu vois, tu le fais, puis ça se passe bien, et puis c'est. Il y a une réplique je sais pas d'où ça sort cette réplique, mais qui est assez, qui illustre pas mal ce qu'on est en train de dire. C'est ils ignoraient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui, oui, Mark Twain, je crois que c'est. Il me Je sais semble. pas d'où ça sort, mais voilà, je trouve que l'image est bien. C'est-à-dire que bah, si on ne dit pas que c'est pas possible, bah, tu vas essayer de le faire quand même. Puis, si des fois tu arrives à le faire,
tu vois, tout le monde ne peut qu'accepter le fait que bah oui, non, c'est possible. Non, moi, je suis convaincu. Apprendre la guitare tout seul ou apprendre la guitare. Déjà, c'est au-delà d'être possible, c'est que c'est facile, quoi. Enfin, c'est facile. Ouais, c'est complètement faisable. Et un autre truc qui est intéressant aussi, c'est tu vois, toujours dans le thème de ce qu'on est en train de donner là, c'est le niveau maximum. Tu vois, il y a un niveau où on se dit, bah là, on ne pourra pas monter au-dessus de ça, en fait. Et moi, je me passionne beaucoup à découvrir des gens qui sont tellement au-dessus que y a pas de limite, il n'y a pas de plafond, quoi. Moi, Le je me suis plafond de intéressé. verre, on appelle ça, certaines personnes appellent ça comme ça. Le Bah, plafond de verre, c'est un plafond, mais c'est du verre, tu peux l'exploser en fait. Mais c'est c'est, ça. Et en fait, le truc, c'est que j'ai lu pas mal de. Enfin, voilà, je m'intéresse à pas mal de choses. J'ai suivi une époque, comment s'appelle, Alexandre Astier, le mec qui a fait Camelot. Et je regardais des interviews de lui. Alors c'était une interview, je sais plus, sur une chaîne YouTube. Donc le mec réalisait Camelot, écrivait Camelot, composait la musique de Camelot, enregistrait la musique de Camelot. Donc tu te dis, enfin, déjà être comment? réalisateur, c'est pas possible. Et le mec il fait tout ça par dessus. Et pendant l'interview, on lui demande, mais du coup, t'as des passions, je sais pas quoi, et l'autre il répond détendu, ouais, je vais commencer à apprendre à programmer sur iPad parce que il faut que je me sorte un peu de la tête, il faut que je m'évade un peu de son écriture, quoi. Et du coup, les mecs qui interviewent, ils sont là, la larme à l'œil, ils disent, mais enfin, elle est où la limite là-dedans? Et ça a été un peu un moment à me dire, mais ouais, en fait, on a un potentiel. Pourquoi on s'interdirait d'essayer de le pousser le plus loin possible, quoi. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui sont extrêmement doués dans un truc, mais pas que, quoi. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, le chanteur d'Iron Maiden, le mec, il pilote des avions. Enfin, tu vois, il y a tout un. Il y en a, ils sont le guitariste de, comment ça s'appelle, le guitariste de Queen. Je crois qu'il est diplômé en astrophysique. Tu vois, il y a tout ce côté, on peut faire qu'une chose et on peut la faire que aussi bien que ça, quoi. Mais alors qu'au final, non, il y a aucune limite au fait que tu puisses être tellement meilleur que ce que tu es déjà et dans plein de domaines. C'est Et, assez intéressant. Après, faut trouver les biais, il faut trouver les moyens de faire sauter le verrou. et des verrous, et parce que c'est comme quand on est autodidacte dans l'apprentissage de la musique, on arrive à certaines étapes, et là on a l'impression que ouais, mais ce coup-là, non, l'ancien, bon, j'ai dépassé ma limite une fois, mais ce coup-là, c'est une vraie limite. Et chaque fois qu'on y croit, c'est ça qui est intéressant. On est convaincu dans notre corps qu'on a Ouais. raison, et c'est des sensations qui sont modifiables. Et la limite, d'un coup, elle n'est plus une limite parce qu'on sent qu'on peut la dépasser. Mais toi, dans ton apprentissage de l'instrument, est-ce que justement, tu as vécu ces choses-là à des moments où tu t'es donc, tu as pu, justement, grâce à ta curiosité et tes qualités d'autodidacte, quelque part, le fait que tu savais que tu y arriverais au fond de toi, ou qu'il y avait une faille, ou qu'il y avait possibilité, enfin, il y avait une certaine confiance qui, je pense, a supporté ton apprentissage en tant qu'autodidacte. Mais dans ton apprentissage technique de l'instrument, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a des moments où tu as justement dépassé tes plafonds de verre? Qu'est-ce qui t'a permis de progresser plus vite? Qu'est-ce qui te faisait progresser moins vite? Ce qui me faisait progresser moins vite, je pense que ça doit être un truc qui est très guitaristique, qui est très chez les guitaristes. C'était euh, des recherches de vélocité, tu vois, d'arriver à des débits, parce que du coup, dans la musique instrumentale et le rock instrumental, la virtuosité, c'est une espèce de course, il y a une espèce de compétition. Enfin, on peut rapidement tomber dans une mentalité de compétition à la guitare, comme si c'était un sport. Et, euh, et à chaque fois que j'ai perdu mon temps quelque part, c'est à chaque fois que je visais ce genre de choses, voilà, à travailler plus vite, tu vois, ton métronome, hop, quelques BPM de plus à chaque fois pour essayer de développer un débit. C'est intéressant d'un point de vue technique, et ça te met dans des situations de confort pour après quand tu joues moins vite. Mais quelque part, c'est une perte de temps. En termes de motivation, c'est une vraie perte de temps s'il n'y a jamais de limite, en fait. Tu peux toujours augmenter le tempo. Ad vitam, tu peux essayer d'aller plus vite. Et je pense il y a beaucoup de guitaristes. Moi, pour en voir beaucoup sur Internet, j'en ai plein Facebook, mes collègues sur Facebook, plein sur YouTube et tout. Il y a une espèce de course une course à la vitesse, à Oui. la vélocité, qui est, qui est, moi, je trouve pas forcément intéressante. À chaque fois que j'ai avancé plus vite et à chaque fois que j'ai pris beaucoup plus de plaisir, c'est quand je retrouvais un aspect créatif dans mon apprentissage. Voilà, bah, j'apprends tel accord, tel accord, tel accord, bah, plutôt que de les apprendre par cœur,
je les mets en application. Est-ce que je peux construire quelque chose avec? Est-ce que je peux créer un petit morceau avec? Et à partir du moment où tu commences à rejouer, tu vois, le terme jouer de la musique, c'est là que ça redevient intéressant et où tu reprends du plaisir et on se retrouve encore une fois, tu vois, dans cette espèce de zone d'amusement, ça te donne envie d'eux et plus tu prends du plaisir, plus tu veux y retourner, plus tu veux y retourner, plus tu prends du plaisir. Le cercle vertueux de l'apprentissage, en fait. C'est ça que je verrais, moi, dans mon parcours. Après, ouais, chaque nouvel outil créatif, moi, m'excite beaucoup, quoi. Quand j'ai découvert je sais pas, les accords d'emprunt, au début, ça me paraissait être quelque chose d'assez compliqué. Alors, les accords d'emprunt, c'est pas compliqué, c'est que tu es dans une tonalité, et puis tu vas emprunter un accord à une autre tonalité pour la glisser dans ton morceau. Mais c'est fait de façon subtile pour que l'accord qui est censé ne rien avoir à foutre là, en fait, il est cousin avec les autres. Donc ça fait un petit biais harmonique qui devient vachement intéressant. Quand j'ai découvert ce genre de truc, ça a été fun en me disant, mais ça y est, je suis plus enfermé dans ma gamme et ma tonalité, je peux aller partout, quoi. À partir de là, je peux aller dans n'importe quelle autre tonalité, dans n'importe quelle autre gamme, dans n'importe quelle autre sonorité, et je comprends le pourquoi je peux le faire avec mes notions théoriques que j'ai moi. Donc je pense que l'important pour bien avancer, c'est de pratiquer, c'est de manipuler les outils qu'on apprend. Manipuler les outils qu'on apprend, tu vois, apprendre une gamme, c'est bien, ça peut être pratique, mais à un moment, utilise-la. Crée de la musique avec. Et maintenant, il y a pléthore de contenu sur Internet, tu as des backing tracks, tu as des accompagnements, tu sais, sur YouTube. Tu fais tourner ça avec une tonalité ou une autre, et puis par-dessus, ta gamme, tu arrêtes de jouer ta gamme et tu joues de la musique avec ce que tu as appris, quoi. Réussir à revenir à chaque fois vers un contenu qui est musical, plutôt que guitaristique. Tu vois, ce matin, je regardais l'interview que tu as fait de comment il s'appelle, La minute utile du musicien, Rousseau, Laurent. Ouais. Et il dit un truc à un moment qui est super intéressant. Il dit, ouais, non, moi, il se voit comme musicien, il ne se voit pas comme guitariste. Tu vois, il est meilleur à faire de la musique qu'à faire de la guitare. Et c'est je pense qu'il a tout compris dans le truc, et c'est quelque chose qui est au moins dans le milieu. Les autres instrumentistes, je sais pas, mais au moins dans le milieu des guitaristes, on est guitariste, quoi. C'est la compète de la guitare et tout, et je pense que c'est quelque chose avec lequel on perd un temps fou, alors qu'on pourrait exprimer des choses, quoi. Mais justement, j'allais y faire référence parce que le côté, tu parlais d'Internet, il parlait de standardisation, le fait que maintenant on voit tout le monde, on voit tout le temps les réussites de plein de gens, leurs meilleurs qu'ils ont filmés, et ce qui fait que forcément, le cerveau humain est une machine à contraste, est une machine à se comparer. Le blanc à côté du noir, ça devient du gris, le gris à côté du noir, ça devient du blanc, et donc il y a ce biais. Et puis quand tu pointais la vitesse que ça te ralentissait, parce qu'à un moment tu t'es dit, mais quel est le sens? Et là, c'est là que je voulais faire le point avec Laurent qui disait, mais on fait de la musique, la technique pour la technique, on s'en fout. Et quand ça redevient un jeu créatif, comme tu nous le disais, quand d'un coup tu dis, je reprends ces accords et je fais de la musique et j'exprime qui je suis en jouant avec ces accords sur cette backing track, ce fond mélodique, eh bien, là, je progresse plus vite et en fait, je deviens plus moi, je fais de la musique, je joue et pas je technifie une performance. Et complètement. Et c'est vraiment c'est intéressant comme réflexion. Moi, je fais beaucoup le parallèle avec comment il s'appelle, les travaux d'un bassiste qui s'appelle Victor Wooten. Je ne saurais pas te dire de quel groupe il est, mais c'est un pédagogue incroyable. C'est un bassiste monstrueux et tout. Et il a une pédago. Il faudrait que j'achète son bouquin, mais il en parle beaucoup sur Internet. Donc moi, j'ai consommé son contenu sur le net. Et il explique c'est pas compliqué. La musique, c'est un langage. La musique, c'est un langage. Donc déjà, la fausse note, ça n'existe pas. Tu peux utiliser le mauvais mot pour définir quelque chose, mais à ce moment-là, on reformulera derrière toi pour qu'on puisse comprendre ce que tu es en train d'essayer de dire. Et on parlait avec ce mec-là, c'est ce qu'il dit, c'est un langage. La technique, c'est le vocabulaire, c'est la grammaire et l'orthographe. Et on préfère avoir un gamin, tu vois, qui a une grammaire qui est pas au top, et puis qui a du mal à utiliser les mots et tout, mais qui exprime quelque chose qui lui tient à cœur, plutôt qu'un mec qui va, tu vois, faire sujet, verbe, complément, et qui va faire des phrases qui n'ont ni queue ni tête, qui tiennent debout d'un point de vue théorique, mais qui n'ont ni queue ni tête. Tu vois, l'exemple, ce serait, tu es dans une soirée, voilà, tu veux aller aborder une demoiselle qui est machin, tu n'es pas en train de te motiver en disant, alors, du coup, pour aller lui parler,
je vais mettre des adjectifs, et puis je vais utiliser l'imparfait du conditionnel. Tu vois, tous ces aspects théoriques derrière, ils n'ont aucun intérêt dans le fait d'exprimer quelque chose. Tu vas y aller, tu vas trembloter, puis tu vas dire bonjour, et puis tu vas essayer de faire quelque chose de simple. Et dans la musique, je pense que c'est pareil, faut réussir à retrouver qu'est-ce qu'on a à dire, et puis essayer de le dire au mieux. Et puis, si on n'arrive pas à le dire comme on voudrait, c'est là que la théorie et la technique vont avoir un intérêt, quoi. Je pense que la théorie et la technique, elles sont là s'il y a un problème. Si ça marche bien et si tout va bien et si tu arrives à dire ce que tu as à dire, il ne faut pas vraiment s'y intéresser, en fait. Et c'est le jour où là, il me manque du vocabulaire pour ça. C'est là que c'est intéressant d'aller chercher des Quand tu éléments as théoriques. faim, quand ça t'a donné faim, quand tu as besoin. C'est Ouais. toujours, c'est des sciences d'éducation, le besoin, d'abord donner le besoin, faire ressentir le besoin à l'élève pour qu'ensuite, quand la solution arrive ou quand il la crée lui-même, il l'utilise de son plein potentiel parce qu'il a Ouais. ressenti le manque de cette solution. C'est quelle est l'étape d'après? Et finalement, ce que tu nous partages, euh, c'est éclatez-vous, les musiciens, faites de la musique avec votre cœur, essayez de vibrer, jouer ce que vous aimez. Et puis s'il faut ralentir un peu le tempo, mais pour que vous puissiez vous vibrer en jouant, eh bien, c'est génial et c'est Ah, pas grave, par exemple. Enfin, moi, je rebondis complètement sur ce que tu dis. Moi, il y a un truc qui me tient vachement à cœur. Je suis intimement convaincu que l'immense majorité des musiciens sont amateurs. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui jouent du piano, de la guitare, ce que tu veux, chez eux, pour le plaisir, avec leur maladresse, même peut-être que pour eux, que leur cercle familial, que de professionnels. Et la notion de plaisir, tu vois, régulièrement, il y a une notion avec la musique, peut-être beaucoup plus en musique classique. J'ai écouté l'interview d'une pianiste avec qui que tu interviewais, j'ai plus son nom, et elle parlait, tu vois, Marie-Cécile, elle parlait de douleur, elle parlait de, comment ça s'appelle, d'exigence, elle parlait de ce genre de choses. d'élitisme. Et je suis convaincu que viser l'excellence et être très exigeant avec soi-même, c'est merveilleux, ça nous tire vers le haut et c'est très bien, mais il y a moyen de le faire sans douleur, quoi. Et il ne faut pas oublier de prendre du plaisir, quoi. Et on fait de la musique, et le jour où on se loupe, le jour où on n'est pas en place rythmiquement, le jour où on fait une fausse note, si des fois ça devait exister, on va tuer personne, tu vois. Il n'y a pas des gars à nous dans l'espace qui sont en train d'attendre qu'on leur envoie la bonne note, quoi, tu vois. Si on fait une mauvaise note, on aura fait vibrer de l'air pas comme il faut, quoi. Enfin, au final, en tant que musicien, on fait vibrer de l'air. Enfin, faut se détendre un petit peu avec tu vois, ce qu'on fait, quoi. On est là, on fait du bruit organisé, quoi. Donc les conséquences, elles sont pas folles. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'interdisent beaucoup de découvrir des nouvelles choses. Tu sais, la peur de la fausse note, quoi. Et fais-la Là, on est exprès, la fausse encore, note, comme ça c'est fait, et ensuite tu es libéré, quoi. Tu vois, il y a un... ouais. Mais là, on est encore tout à fait dans cette histoire de quel est mon rapport, moi, à ma propre exigence, comment j'arrive à gérer ma réussite et mon échec. Et finalement, on est purement dans ce que j'appelle, moi, le psycho-émotionnel. Quelle émotion, quelle pensée j'ai, comment je me gère. Être musicien, je pense que c'est très important en tant que musicien euh, d'assainir tout ça et de savoir comment se manager soi-même, parce que sinon, on peut s'interdire, comme tu le dis, on peut être dans une énorme exigence, on peut ne pas supporter les erreurs et on se pourrit la vie. Oui, Alors que notre cœur a envie de faire de la musique. Et finalement, c'est pas notre technique instrumentale là qui pêche, c'est comment on s'est un petit peu programmé dans notre personnalité et finalement quelles conséquences ça a sur comment on est content ou insatisfait de notre pratique. Et là, finalement, on est complètement. dans de la psychologie et pas dans. Mais pour en revenir à toi, tes projets actuellement, euh, sur quoi tu bosses en ce moment, par exemple, avec ta maison d'édition donc tu parlais d'une voix bouquin pour la composition? Ouais, 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 ouais. Alors, moi en ce moment, enfin, j'ai un peu un planning à rallonge. Je fais une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube, sur laquelle j'essaie de partager ce que je pense avoir compris de la musique. Donc Sur une vidéo Guitar par Cook, semaine. hein. Une Guitar Cook TV, ouais, c'est ça. Donc ça prend pas mal de temps. 2 fois par semaine, avec mon collègue Gaël, on sort une vidéo sur une chaîne qui s'appelle Le son, c'est dans les doigts. Parce qu'il voilà, il y a une espèce de passion chez les guitaristes c'est le matériel. Toute une partie du son, c'est le matériel. Alors que pas du tout. Le matériel, c'est un outil. Enfin, l'instrument, c'est un outil. Mais c'est toi qui parles à travers ton truc. Donc, on présente beaucoup de matos, justement pour en arriver souvent à la conclusion que c'est très bien, c'est vachement bien, c'est pratique, mais le son, ça reste quand même qui tu es que toi, quoi. Donc, je dis, il y en a 2 vidéos par semaine sur la chaîne Le son, c'est dans les doigts. Moi, par-dessus ça, je gère mon taf d'éditeur. Donc,
envoyer mes bouquins, mes posters à mes clients, à mes revendeurs, faire en sorte de toujours avoir un stock, la vie d'éditeur, quoi, faire ma promo, ce genre de choses. Et là, donc en ce moment, je suis en train d'avancer, alors tout doucement, mais je suis en train d'avancer sur mes idées, je te dis, de bouquins sur. Je voudrais un outil qui soit concret, pratico-pratique, comme on disait au bureau avant, sur de la composition. Je trouve qu'il y a moi, je rencontre beaucoup de guitaristes qui connaissent plein de morceaux des autres, mais quand on leur demande, bah oui, mais ça, c'est ce que les autres ont à dire, mais toi, qu'est-ce que tu as à dire? Ah bah ouais, mais non, mais composer, c'est compliqué. Enfin, c'est pas pour moi, c'est interdit, quoi. Encore une fois, on en arrive à ce genre de frein. Et il y a moyen de trouver des solutions qui soient ludiques et qui soient intéressantes. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Ça prend énormément de temps parce que je suis sur 1000 trucs en même temps. Mais c'est les projets. Ouais. Ok, super. En tout cas, tu pourras revenir parler de ce Creative Cookbook ou je ne sais pas comment tu l'appelleras, mais cette idée d'offrir à la fois les outils d'une manière efficace pour composer, pour que certains musiciens se découvrent en train après avoir composé et qui ne puissent plus nier qu'ils ont composé quelque chose et que ça sonne bien Mais non, et mais qu'après ils en fassent de plus en plus. c'est ça, C'est ça? mais c'est assez. C'est assez frustrant parce que tu vois, c'est pareil, c'est un rapport qu'on a aux autres qui est peut-être intéressant aussi. C'est-à-dire que moi, quand je croise des guitaristes et je vois les freins qui se mettent, je me dis, mais vous avez un potentiel qui est tellement plus grand que ça. Arrêtez de vous mettre des freins parce que je sais que c'est des freins que vous êtes en train de vous mettre, il ne faut pas vous les mettre. Et d'un côté, quand je me regarde mon nombril, je refuse de voir les freins que je me mets à moi, quoi. Tu vois, il y a encore une fois le niveau, plus tu montes, plus tu dis ouais non là je suis au max et au final on est tout le temps en train de se mettre des freins. Quoi. Oui, c'est intéressant parce que quels sont les réglages qui permettent ça? Parce Mais que finalement, c'est des réglages. En gros, notre cerveau, on a tous 100 milliards de neurones à la base. Certains ont des intuitions plus dans une direction ou une autre. C'est-à-dire, ils ont plus de couleurs ou plus de sons. Parce que dans leur environnement, quand ils étaient dans le ventre de leur mère ou autre chose, eh bien, ils ont eu de quoi déjà commencer à constituer des structures neuronales qui vont faciliter. Mais c'est des intuitions. C'est comme certaines personnes chantent plus facilement avec leur corps parce qu'elles ont l'intuition de ah oui, mon corps, je ferais plus ça. Il y en a, ils vont avoir plus des intuitions dans d'autres directions. Mais si on utilise correctement notre cerveau et qu'on a les bonnes stratégies, on peut très rapidement développer et s'étonner des résultats qu'on peut avoir dans tous les domaines. Mais il faut le croire parce que, comme disait Henry Ford, et on pourra approcher de la fin là-dessus, Henry Ford disait que tu crois que tu puisses le faire ou que tu crois que tu puisses pas le faire. T'as raison. Dans les deux cas, tu as raison. Mais non, mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Moi, j'ai lu pas mal de bouquins. On pourrait en parler des heures parce que moi, je suis à fond là-dedans. Moi, j'ai découvert un peu ça. C'était en formation pro avec ce qui s'appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, la PNL, la programmation neurolinguistique. Et avec ça existe encore, oui. Voilà, avec des mécanismes aussi bien dans le langage, donc pour la com, c'était intéressant. Mais il y avait des mécanismes mentaux et tout. J'ai découvert l'ancrage à ce moment-là. Tu sais, quand tu repenses à une situation dans laquelle tu étais dans tel état d'esprit pour refaire naître cet état d'esprit à un moment. Et il y a plein d'outils qui me passionnent et que je trouve vachement intéressants. On pourrait en parler des heures, il faudrait faire ça me passionne énormément aussi. Mais je pense que si des fois il y avait un secret à la vie, je sais pas comment dire ça, tu sais, la clé, régulièrement on nous vend ce genre de truc, tu sais, la clé, le secret et tout. Je pense que si ça existe, un secret ou un truc à la vie, parce que ça marche aussi bien dans le milieu entrepreneurial que familial, que personnel, qu'amoureux, que musical, que quoi que ce soit. C'est ce genre de choses, quoi. Réussir à hacker ton cerveau, réussir à comprendre comment il fonctionne pour pouvoir te dire non, là, je suis en train de m'auto-convaincre que je ne vais pas dans le bon sens, donc je sais utiliser tel outil pour pouvoir me reprogrammer, quoi. Réussir à se reprogrammer un peu reprogrammer le crâne. C'est ma passion et j'en suis intimement convaincu. Vraiment, je ne serais pas en train de t'interviewer aujourd'hui de bonne humeur et tout si ces outils si ça faisait pas 13, 14, 15 ans que je testais tout ça avec tous ces outils parce qu'en plus, on les vend, mais on les vend pas très bien, ça se vend cher, c'est souvent mal enseigné pour pas mal de choses. Enfin, et puis vu qu'il n'y a pas vraiment de structure d'instance qui peut permettre c'est comme pour les thérapeutes, les psychologues, il n'y a pas de structure de contrôle, on vérifie pas le travail des gens, il y a plein de choses. Donc, on est toujours comme il y a des bons bouchers, des moins bons bouchers, des bons boulangers, des moins bons boulangers, des bons médecins, des bons guitaristes, des moins bons médecins, des moins bons guitaristes. Ouais. Donc, il y a aussi les hasards de la vie. Mais donc, on pourrait conclure par le message de faites de la musique pour vous faire plaisir et soyez de plus en plus convaincus que vous êtes capable
de d'aller plus loin et de fleurir plus en tant que musicien et musicienne. Je suis convaincu de ce que tu dis. Je dis la même chose. Faut prendre du plaisir. Enfin, il y a un moment, faut prendre énormément de hauteur à se dire la vie, elle est courte, quoi. Je veux dire, on est 80 ans après, il n'y a plus personne. Enfin, à quelques années près, c'est ça, quoi. Donc, en 80 ans, tu as le temps de quoi? Prends du plaisir, quoi. Pousse au maximum. Qu'est-ce qui te plaît? Fais-le au bout, quoi. Tu te trompes, on s'en fout. La vie des autres, on s'en fout aussi. Enfin, il y a un moment, voilà, c'est un peu la course contre la montre. C'est un peu défaitiste ce que je dis, mais il y a pas de. Il n'y a pas de. On cherche mon mot, là. Enfin, bon, bref, il faut pas se mettre de frein. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond de verre. Il y a que ce qu'on s'impose, nous, en tant que limite, quoi. Et puis, il faut Et prendre du si on ressent des plaisir. limites, on peut les travailler. Si on Voilà. ressent des limites, on peut les travailler. C'est ça qui est formidable. En tout cas, merci beaucoup, Romain, c'était très sympa. Merci C'était de m'avoir très accueilli. Moi, je suis intéressant. ravi. Eh bien, en tout cas, on pourra échanger à l'avenir et quand il y aura ce nouveau cookbook, ça sera un plaisir que tu nous en parles davantage. En tout cas, Avec je te plaisir. souhaite plein de bonnes choses dans ton aventure de musicien et dans tes aventures professionnelles. Et puis, on se recroise bientôt pour échanger sur de nouveaux sujets. Très bien. Merci beaucoup. Salut! Salut. J'espère que cet entretien vous a plu, que vous avez trouvé des informations passionnantes, des informations inspirantes, des choses que vous pourrez conserver et utiliser dans votre pratique de musicien et même au sens plus large dans votre pratique de la musique. Et puis, pour en savoir plus sur Romain, rendez-vous dans la description, vous découvrirez différents liens qui vous amèneront vers les différents projets et propositions de Romain. Et vous pourrez également découvrir le système d'apprentissage neuro-optimisé de la musique. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne WeMusic, écrire des commentaires si vous avez des questions, des réactions, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!